La liberté, c'est ne rien demander, ne rien attendre et ne dépendre de rien. C'est la définition que soutient la philosophe Ayn Rand, tant admirée par le client de ma pensée. Ne dépendre de rien, facile à dire. Nous dépendons tous de quelque chose, voire peut-être pire, de quelqu'un. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du jury, ma cliente et sa famille, elle, dépendaient et dépendent toujours de Monsieur en vérité. C'est pour ça que je suis ici, devant vous, pour défendre l'intérêt de Madame Parente, mère célibataire d'un nourrisson de 2 mois, et pour mettre Monsieur en vérité en face de ses responsabilités. Libertarien convaincu, celui-ci se dit avoir un rêve pour finir ses fins de mois compliquées, se lancer dans une entreprise d'export de spermatozoïdes à l'international. Mais quel goût du business avons-nous là? Avant toute chose, il paraît nécessaire de se lancer dans cette activité dans un échelon un peu plus modeste. C'est pour cela que Monsieur en vérité compte faire ses preuves au niveau national, ce qui me paraît déjà une trop grande échelle, mais bon. Toujours est-il qu'il a créé un site tout de même relativement confidentiel nommé donneurdesperme.blogspot. À partir de ce site, il propose à des femmes de pouvoir récolter sa précieuse semence. Toutes les femmes, qu'elles soient célibataires, en couple et de quelque orientation sexuelle que ce soit, peuvent bénéficier de son service. Eh bien, autant élargir au maximum le panel de clientes. Business is business, comme on dit. Mais encore faut-il pouvoir en assumer les conséquences. Puisqu'en effet, les inséminations artificielles effectuées par Monsieur en vérité ne sont pas soumises aux procédures légales que demandent les établissements hospitaliers. Procédures pouvant pourtant sauver des vies. Aussi, ce dernier a établi un contrat dans lequel il précise que les donataires s'engagent à ne pas intenter d'action visant à constater chez le donateur une paternité qu'il déclare solennellement abandonnée. Mais cette clause ne fait pas reculer ma cliente et ma parente, ni Astrid Rentière, qui est aujourd'hui son ex-partenaire. Les 2 femmes, encore paxées à cette période, ont pu rencontrer Monsieur en vérité, qui s'est dit heureux de transmettre son patrimoine génétique à une femme aussi belle et intelligente qu'Emma, puisque cette dernière a été choisie par les 2 femmes pour être inséminée. Donc, celle-ci a pu bénéficier du patrimoine génétique de Monsieur en vérité afin qu'elle puisse tomber enceinte et fonder une heureuse famille. Elle sera donc inscrite en tant que mère sur le registre d'état civil de l'enfant, tandis qu'Astrid Rentière, elle, comptait adopter l'enfant plus tard. Un petit garçon prénommé Brian est donc né. Cependant, à l'anniversaire des 2 mois du nourrisson, Astrid Rentière rompt le pacte et laisse le foyer entre les mains de ma cliente, seule avec son bébé. Donner ces spermatozoïdes pour pouvoir permettre à des femmes de fonder une famille. Mais quel homme généreux avons-nous là? Mais il n'en est rien. Par là, Monsieur en vérité n'a qu'un seul objectif. Transformer sa soi-disant générosité en une réelle affaire commerciale. Mais de véritables problèmes juridiques, moraux et sanitaires se posent ici. Tout d'abord, Monsieur en vérité a voulu esquiver toutes les procédures hospitalières qui sont normalement demandées. Alors, il était censé réaliser des examens médicaux. Mais où est le bilan médical? Qui est le médecin qui est censé se charger de l'insémination? On ne le saura jamais, puisqu'il n'y en a pas, puisque cette insémination a été faite de manière totalement artisanale. Ainsi, les risques sanitaires liés à cette pratique ont été totalement négligés par le donneur. Alors même qu'il peut transmettre des maladies et des infections, telles que le VIH, l'hépatite ou encore la syphilis, et je ne parle même pas des problèmes d'ordre génétique. S'il y a une procédure médicale stricte à suivre, ça n'est pas pour rien. Et je ne me permettrai pas d'évoquer toutes ces maladies en détail, puisque personne n'aura du mal à comprendre que si l'une d'elles se déclare sur ma cliente ou même sur les autres donataires de Monsieur en vérité, cela peut mettre leur vie en jeu. Donc, lorsqu'il s'agit
d'abandonner toute responsabilité paternelle. Alors là, les procédures sont faites. Mais lorsqu'il s'agit de simplement remplir toutes les conditions légales et sanitaires, alors là, il n'y a plus personne. En plus, en utilisant le biais d'Internet. Mais pour qui monsieur en vérité se prend-il? Pour outrepasser les lois et procédures exigées. La pratique qu'il réalise n'est donc même pas considérée comme une pratique médicale. Et tout cela pour de l'argent? Dois-je rappeler l'un des principes fondamentaux qu'est la dignité humaine? Puisque l'article 16-6 du Code civil précise qu'aucune rémunération ne peut être octroyée au donneur. Et d'ailleurs, cette pratique est même prohibée par le Code pénal en son article 511-4, qui sanctionne ceci de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Il peut coûter cher, le business de monsieur en vérité. Enfin, une condition non négligeable et qui aurait peut-être pu éviter à ce donneur de rédiger ce contrat est celle de l'anonymat. En effet, s'il n'avait pas rencontré le couple, ma cliente ne l'aurait certainement pas retrouvé. L'article 16-8 du Code civil prévoit ainsi qu'aucune information permettant au donataire d'identifier le donneur et inversement ne peut être divulguée. Monsieur, en vérité, a donc façonné son entreprise de la manière dont ça l'arrangeait lui, et ceci au détriment de la santé de ma cliente et en négligeant la loi. Donc, dans la mesure où son activité ne respecte pas les conditions légales demandées, le contrat ainsi que la clause qu'il comporte ne saurait être valide. Ainsi, ma cliente a tout à fait le droit d'engager une action visant à constater la paternité du donneur. Si le client de ma consoeur accepte de procéder à ce test et que ce dernier est positif, toutes mes félicitations au futur parent. Un lien de sang unirait bel et bien monsieur en vérité et Brian. La filiation pourra donc être judiciairement établie dans l'intérêt de l'enfant. En effet, s'il ne le déclare pas, l'autorité parentale restera confiée à la mère, certes, mais monsieur en vérité devra donc verser une pension alimentaire et contribuer aux charges éducatives de l'enfant. D'ailleurs, la Cour d'appel de Versailles, dans un arrêt du 10 octobre 2016, a fait passer un message très clair. Qui fait l'enfant doit le nourrir. Puisqu'en ce sens, elle a confirmé un jugement de première instance dont le tribunal a reconnu l'affiliation entre un père et son enfant grâce à un test de paternité, et a mentionné à ce dernier qu'il devra payer sa part contributive à l'éducation et à l'entretien de l'enfant, même s'il ne veut pas le reconnaître. Ah, quel don de la vie que de pouvoir partager son patrimoine génétique, n'est-ce pas? En revanche, s'il accepte de faire ce test mais que celui-ci est négatif, toutes mes félicitations également. Monsieur en vérité n'aura aucune charge envers l'enfant. Effectivement, il a peut-être une générosité grandiose, mais il ne faudrait pas non plus en abuser. Cependant, monsieur a aussi le droit de refuser de faire ce test. Mais il serait bien embêté pour trouver un motif à la fois valable et légal, puisque le contrat ne saurait être valide. Et il serait compliqué d'admettre que Brian puisse être issu d'un autre homme. En effet, ma cliente étant en couple avec une femme, dans la mesure où elle serait allée chercher du confort ailleurs, ça n'aurait sûrement pas été dans les bras d'un homme. Alors, ne pas vouloir procéder à ce test serait un acte de mauvaise foi, mais la justice ne saurait laisser la place à la mauvaise foi. Donc, ma cliente pourrait réclamer des subsides dans l'intérêt de son enfant, conformément à l'article 342 du Code civil, qui dispose que même si la filiation paternelle n'est pas légalement établie, l'enfant peut réclamer le versement d'une somme à titre d'aide à celui qui a eu des relations avec sa mère pendant la période légale de sa conception. Mais dans cette affaire, me diriez-vous, sommes-nous réellement que deux? Une femme ne devrait-elle pas ici jouer son rôle également? Ma réponse risquerait certainement d'en décevoir certains. Car non, il n'est pas la peine d'utiliser ce chemin pour fuir ses responsabilités. Astrid Rentière, ex-partenaire de Madame Parente,
n'a pas établi le lien de filiation envers cet enfant. Ayant rompu le pacte unilatéralement, elle ne doit rien à ma cliente. D'ailleurs, Madame Parente souffre terriblement de cette situation, puisqu'il n'y avait qu'un seul engagement moral liant Madame Parente et son ex-partenaire. Mais cette dernière l'a laissée, elle et son enfant, seuls, pauvres, et dans un vaste désarroi. Sinon, vous imaginez bien que ma cliente se serait retournée contre Madame Rentière. Tandis qu'un vrai lien de sang unit Monsieur en vérité et Brian. Un lien de sang voulu de la part de Monsieur en vérité, puisque je le rappelle, il a clairement manifesté la volonté de transmettre son patrimoine génétique à une femme aussi belle et intelligente qu'Emma, disait-il. Il serait donc temps d'assumer cette volonté. C'est pourquoi je demande à ce que Monsieur en vérité fasse l'objet d'un test de paternité afin de confirmer ou non les liens biologiques avec l'enfant de Madame Parente. Et si ce dernier s'avère positif, que le père assume toutes les charges nécessaires pour le besoin et l'intérêt de l'enfant qui doit être considéré ici comme primordial. Autrement, si Monsieur en vérité refuse de procéder à ce test et que cette décision est retenue, qu'il soit dans l'obligation de verser des subsides conformément à l'article 342 du Code civil. Alors que le nourrisson risque de vivre dans un environnement précaire, voulez-vous vraiment laisser passer l'irresponsabilité du père face à un bébé qui n'a encore que 2 mois ? Merci, Maître Mounier. La parole est à Maître Bourret. Ma mère est une grande cinéphile. Lorsque nous étions enfants, elle nous amenait régulièrement, mes frères et moi, dans ce petit cinéma d'art et d'essai. À mes 8 ans, c'est avec trop peu d'hésitation qu'elle nous traîna voir un film. C'était l'histoire de David Wozniak, un homme qui, sous le pseudonyme éponyme de Starbuck, fit don de ses spermatozoïdes et permit la conception de 533 enfants. Fut pour moi, à bien des égards, source d'apprentissage, celle que je n'ai pas peur de qualifier d'œuvre cinématographique. Outre le traumatisme laissé par un certain passage, la scène d'un homme se masturbant dans un pot en plastique, ce film m'a fait comprendre que nous vivions dans une réalité bien plus complexe que celle que je voyais. Sortie du cinéma, comme sortie de la caverne, j'avais quitté le monde des idées pour rejoindre le monde d'en haut. Les apparences laissaient alors place à la réalité, au savoir. Je vis depuis avec la certitude que je ne dois pas nier ce qui n'est pas de mon usage. La société révèle de plus en plus de diversité, la science et les mœurs évoluent, et les familles avec. J'avais alors compris que les mots de père, de mère et de parents ne sont plus synonymes de géniteur. C'est alors tout naturellement que le droit s'est alors adapté, tendant à être le miroir de la société. En 2013 était promulguée la loi du mariage pour tous, ouvrant l'adoption aux couples de même sexe. Et par la suite, 8 ans plus tard, c'est en 2021 que la loi bioéthique permit aux femmes en couple, épouses de même sexe, ainsi qu'aux femmes seules, de pouvoir accéder à la procréation médicale assistée. Seulement, aucune loi et aucune jurisprudence ne couvre réellement le cas qui nous a été donné d'étudier aujourd'hui. Et ce, au vu de l'égalité du contrat. Je tiens tout de même à rappeler que nous ne sommes pas ici pour punir qui que ce soit et que certes,
Les faits sont pénalement répréhensibles pour mon client, mais aussi pour la cliente de ma contradictrice. Soit. Les jurisprudences évoquées par ma contradictrice ne sont en rien comparables au cas auquel nous faisons face aujourd'hui. Monsieur le Président, Messieurs, Mesdames, les membres du jury, le doyen Carbonnier disait « Le droit n'est pas cet absolu dont souvent nous rêvons. Alors il en revient à votre appréciation. Qu'est-ce qui fait un parent? Quel est le rôle de la filiation? Dans quel cas nous pouvons demander des subsides? Je vais tenter d'y répondre, de sorte à ce que ce qui peut sembler être une évidence pour tout le monde le devienne aussi pour les parties civiles. Pour la question subsidiaire de subside, ne vous en faites pas, Maître Mounier, ça n'est pas bien compliqué. L'article 342 du Code civil dispose que tout enfant dont la filiation paternelle n'est pas légalement établie peut réclamer des subsides à celui qui a eu des relations avec sa mère pendant la période légale de conception. Mais il ne peut être prouvé aucune relation sexuelle, aucune relation même amoureuse entre Fitzpatrick en vérité et Emma Parent, parce qu'il n'y en a pas eu. Il revient aux parties civiles d'apporter la preuve du contraire. Et pour cause, Emma Parent était à l'époque dans une relation très sérieuse et entretenait des relations charnelles avec une seule personne, une union consacrée. Elle était pacsée avec Astrid Rentière. Alors, dans la continuité de leur amour, elles ont décidé d'avoir un enfant. Astrid l'a désiré, finançant tous les frais qui entouraient sa naissance. Elle l'a aimé avant même sa naissance. La chérie. L'a attendu pendant les 9 mois pour simplement le serrer dans ses bras, pouvoir enfin l'adopter. Elle ira jusqu'à choisir son prénom. Alors, si vous tenez tellement à désigner un second parent pour Brian, c'est vers Astrid qu'il conviendra de vous tourner. Elle qui pourrait à tout moment, d'ailleurs, réclamer l'établissement de son lien de filiation maternelle par possession d'État en vertu de l'article 311-1 du Code civil, s'étant comporté comme tel avant et après la venue au monde de l'enfant, et ce, aux yeux de tous. Oui, mesdames et messieurs, la filiation a pour rôle d'établir un lien juridique entre un parent et son enfant. Alors, si un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, le fait de se masturber ne devrait en impliquer aucune. Mon client n'a servi que d'instrument pour le projet bien établi qui aurait abouti dans tous les cas de Astrid et Emma. La décision et l'acte de l'insémination, il ne l'a pas fait lui-même. Vous vous doutez bien qu'il a seulement donné ses gamètes au couple qui a fait l'acte de l'insémination, de procréation. C'est à elle que revenait la décision de fonder la famille. Il doit être considéré comme tout autre tiers d'honneur, comme seulement le géniteur de l'enfant. Le fait même que, généralement, ils doivent être anonymes, prouve bien qu'il n'a aucun lien avec l'enfant. Ça serait complètement insensé de considérer un jour qu'un tiers d'honneur puisse venir se déclarer et demander la paternité d'un enfant. Le mot même de tiers désigne une personne extérieure, une personne de passage, un inconnu. Nul ne voudrait alors confier son enfant
à une telle personne? Car le petit Brian dans tout ça, le petit rayon de soleil de ses mamans, serait-ce vraiment dans son intérêt d'établir une filiation paternelle avec un homme qui passera sa vie à le nier? Un père inconnu, un père absent, qui le niera toute sa vie? Ne soutenez-vous sincèrement que c'est dans son intérêt? Lui, libertarien convaincu, qui ne verra dans le visage du petit Brian que la tentative infructueuse de vendre sa semence. Aucun amour, et sans mauvais jeu de mots, aucune reconnaissance. Peut-être, pensez-vous, sera-t-il à défaut l'un de ces pères que l'on qualifie de portefeuille? Mais l'argent, il n'en a aucun. Vous connaissez vous-même les activités peu recommandables de mon client, aucun revenu déclaré. Et par sa philosophie, il ne lui viendrait jamais à l'idée de s'assujettir à un patron. Sa seule source de revenus était la vente de son sperme. Et je peux vous assurer qu'il mettra fin à ce commerce dès la fin de cette audience, tant cette mésaventure sera marquante pour lui. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du jury, admettre la filiation, admettre que mon client est le père de cet enfant, irait simplement à l'encontre de tous les progrès qui ont été faits dans le milieu social ainsi que dans le droit, qui visent à reconnaître que les parents d'intention sont réellement des parents et que le géniteur ne peut pas être qualifié de parent. Ça reviendrait à discréditer toutes les personnes qui n'ont pas eu la chance de pouvoir fonder eux-mêmes une famille biologiquement. Ça reviendrait à discréditer tous les adoptants, toutes les personnes qui ont recours à une PMA. Il reviendrait à discréditer toutes les femmes seules qui se sont battues pour être reconnues comme seules mères, comme seuls parents légitimes de leur enfant. Et ce, en élevant le simple géniteur au rang de père. Tant les requêtes de la partie adverse sont basées sur des idées désuètes, il paraîtrait peut-être ridicule que nous ayons à le faire, mais il nous convient de demander qu'aucun lien de filiation ne soit établi entre Monsieur En Vérité et Brian, et de surcroît de rejeter la demande de subside. Ma mère est une grande cinéphile, et grâce à ça, j'aspire à être juriste pour la justice impartiale d'un droit lucide. Merci, maître Brègue. La cour appelle immédiatement. Ah oui, vous avez effectivement une possibilité de répondre, si vous le souhaitez. Merci. Rien d'autre à ajouter de part et d'autre de la barre? Parfait, merci. La cour appelle donc la deuxième affaire.